Général de l'Association sénégalaise de neurologie. Professeur Ndiaga, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Du 4 au 8 février à l'UCAD 2, vous organisez la 5e édition des journées scientifiques. Est-ce que les urgences neurologiques sont bien prises en compte dans le pays? Pour être honnête et franc, il y a quand même eu beaucoup de progrès, mais il nous reste encore un long parcours à combler. Nous avons les compétences, le plateau technique a été relevé, mais il reste encore certains médicaments d'urgence qui ne sont pas disponibles. En plus de cela, nous n'avons pas encore fait un maillage national pour les neurologues qui sont formés à Dakar. Et la plupart également de nos malades ont des difficultés pour accéder à des soins spécialisés. Donc il va falloir renforcer la prise en charge préhospitalière et surtout mettre à disposition de tous les neurologues du Sénégal un plateau technique relevé. Donc il y a eu des progrès, mais il nous reste quand même un long chemin à parcourir. L'accident vasculaire cérébral aigu, l'état de mal épileptique, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, la faiblesse neuromusculaire et la lésion médulaire, entre autres urgences neurologiques, ce sont souvent des cas que vous traitez dans les hôpitaux? Oui, elles sont toutes des pathologies neurologiques urgentes que nous voyons et nos équipes sont bien formées pour ça. Que ce soit la pathologie neurovasculaire, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques dus à l'occlusion d'une artère à destinée cérébrale. Nous avons aussi les accidents vasculaires cérébraux d'origine hémorragique en rapport avec une rupture d'une artère intracérébrale. En dehors de cela, nous avons l'état de mal épileptique qui se manifeste le plus souvent par des crises convulsives qui durent plus de 5 minutes ou bien qui se répètent sans retour à la conscience. Comme vous l'avez dit, nous avons aussi certaines paralysies ascendantes que l'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Nous avons également une paralysie de la jonction entre le nerf et le muscle que l'on appelle communément la myasthénie. Et enfin, toutes les maladies de la moelle épinière. Elles sont toutes des urgences neurologiques qui sont fréquentes, que nous rencontrons, mais encore une fois, en tant que spécialiste, nous n'avons pas accès à tout le plateau technique qu'il faut pour être à la hauteur des recommandations internationales. Mais quels sont les cas les plus compliqués parmi ceux que vous venez de citer? Les plus difficiles à gérer? Tous les cas sont potentiellement peuvent s'aggraver et ainsi mettre en mal le praticien hospitalier. D'où l'importance de faire le diagnostic très tôt et d'agir vite. Mais vous savez, comme tout spécialiste, nous sommes à l'aise quand nous avons le plateau technique et quand nous avons tout le plateau technique qu'il faut. Donc j'en profite pour faire un plaidoyer auprès des autorités sanitaires. Les spécialistes ont été formés, mais de temps en temps, ils sont laissés à eux-mêmes. Nous avons besoin d'un bon plateau technique et surtout de la disponibilité des médicaments d'urgence. Est-ce que vous avez évalué le montant de ce plateau technique-là, à peu près, pour donner une idée au public? Il me sera très difficile de donner un chiffre, mais c'est très cher. Mais par exemple, quand un malade souffre d'un accident vasculaire cérébral ischémique en rapport avec une occlusion d'une artère, le traitement en urgence, c'est de donner un médicament pour liser le caillot. Et ce médicament, c'est un petit flacon qui tourne aux alentours de 1,2 million. Je donne juste un exemple. Et tous nos malades ne sont pas aptes pour payer en une fraction de seconde. C'est subventionné par l'État ou pas? Non, au fait, ce flacon n'est même pas disponible dans les hôpitaux publics. Donc nous faisons recours à nos collègues qui sont dans le privé pour nous le procurer. Voilà. Très bien. Le pré-congrès porte sur les maladies héréditaires du métabolisme.
Qu'est-ce à dire en termes plus accessibles? En termes simples, bon, ce sont des maladies rares qui sont présentes le plus souvent dès l'enfance. Et en général, vous savez, le corps humain a la capacité à transformer certains aliments. Et dans ces maladies héréditaires du métabolisme, le corps humain n'arrive plus à transformer ces aliments. Donc il s'ensuit une accumulation de substances toxiques pour tous les organes et particulièrement le cerveau. Et quand le cerveau est touché, il est responsable de toutes les manifestations que l'on peut voir chez l'enfant. Donc le message à faire passer, c'est de se faire consulter, d'amener votre enfant à l'hôpital pour un diagnostic précis, très précoce et une prise en charge adaptée. Selon le professeur Maouli Fall, président du comité d'organisation des journées de l'Association sénégalaise de neurologie, le ratio est assez alarmant. Le Sénégal compte environ 75 neurologues pour près de 18 millions d'habitants, un chiffre encore largement insuffisant pour couvrir le territoire national. Comment renverser la balance? C'est encore plus alarmant. Pourquoi? Parce que même ces 75 neurologues, tout le monde n'est pas à Dakar. Parmi ces 75 neurologues, nous avons des retraités. La solution, elle est simple, mais elle est en même temps compliquée. Ils sont à la retraite, mais ils continuent à travailler? Oui, mais pas à un rythme aussi soutenu. Oui, donc voilà. Et puis tous ces neurologues ne sont pas répartis dans tout le territoire national. La plupart d'entre eux sont à Dakar. Pour combler ce gap, il faut former. Quelles sont les régions où il n'y a pas de neurologues? Là, actuellement, Dakar, nous avons des neurologues. À Thiès, à Tivaouane, il y a des neurologues. À Louga, il y a un neurologue. À Kaolack, nous en avons un. À Fatick, un. Récemment, à Kolda, nous avons un neurologue et un neurologue à Ziguinchor. Donc pour le moment, voilà globalement la répartition nationale des neurologues. Et je vous assure, il y a eu quand même quelques progrès, mais notre souhait, c'est vraiment de faire du territoire national, au fait d'amener tous ces neurologues dans toutes les structures sanitaires régionales. Pour combler ce gap, il faut former des neurologues. Il faut former des neurologues. Et pour chaque neurologue formé, il faut dès le début que cet étudiant en première année du DS de neurologie ait une vision claire de son parcours professionnel. C'est-à-dire? Quelqu'un qui commence son DS doit pouvoir savoir qu'au bout de 4 ans, il sera affecté, par exemple, à l'hôpital régional de Kédougou ou à l'hôpital régional ça dépend de l'autorité. Ça dépend de donc ça signifie qu'il faut qu'il y ait une symbiose parfaite avec les autorités. Entre les autorités sanitaires, mais aussi les autorités universitaires. Il faudrait également capaciter les médecins généralistes et éventuellement les urgentistes. Former aussi un neurologue qui se retrouve dans une structure sanitaire qui n'est pas dotée de scanner, c'est quand même très difficile pour un neurologue de pratiquer sa spécialité sans plateau technique. À la limite, c'est du gâchis. Donc oui, il faut former et les répartir dans tout le territoire national, mais aussi il faut les équiper. Et c'est extrêmement important pour une prise en charge optimale de nos malades. Donc après les 8 ans, il faut 4 ans pour la spécialisation. 4 ans pour la spécialisation. Oui, la formation est difficile. Qu'est-ce qui fait que les étudiants ne choisissent pas souvent de se spécialiser en neurologie? Bon, la plupart des étudiants disent que la neurologie est compliquée. Et là, il y a quand même eu beaucoup de progrès parce que pendant très longtemps, les internes, les DS ne s'intéressaient pas à la neurologie. Mais là, chaque année, on forme environ entre 10 à 15 neurologues. Mais parmi ces neurologues, il y en a qui sont des étrangers qui vont retourner dans leur pays d'origine. Là, cette année, par exemple, nous avons pris une vingtaine de neurologues et parmi ces 20
étudiants en première année du DES de neurologie, il y a 4 à 5 Sénégalais. Donc ce qui est sûr et certain, d'ici 5 ans, 10 ans, on pense quand même pouvoir combler ce gap. Parce que 75 neurologues pour 18 millions d'habitants, on est encore vraiment très loin des recommandations internationales de l'OMS. Vous avouez quand même que la neurologie, c'est l'une des spécialités les plus difficiles. Oui, les plus difficiles, mais quand même les plus passionnantes. Parce que, vous savez, le cerveau, il est logé au niveau de la boîte crânienne située au-dessus. Donc, c'est plutôt le patron. Voilà. Si vous me reconnaissez, si vous m'appelez et qu'on discute, c'est parce que votre système nerveux est normal. Et ce qui fait même la gravité des maladies neurologiques, elles vont laisser des séquelles visibles et invisibles qui sont invalidantes. Donc d'où l'importance quand même d'accorder une importance particulière à cette spécialité. Pour un AVC, le traitement efficace doit idéalement être administré dans un délai inférieur à 4 heures, 30 minutes après les premiers symptômes. Un des soucis majeurs, c'est aussi le fait qu'une bonne partie de la population ne sait tout simplement pas déchiffrer les signes d'un AVC ou des autres urgences neurologiques. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair? Je pense que la première étape, c'est quand même de savoir reconnaître les signes. L'accident vasculaire cérébral, comme son nom l'indique, accident, c'est quelque chose qui survient de façon brutale. Vous êtes là... Souvent, il n'y a pas de signe avant-coureur, parfois. Il y a une particularité, c'est-à-dire il y a certains malades, avant de faire leur AVC, vont faire ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Je m'explique. Ce sont des malades qui vont vous dire, oui, il y a une semaine, pendant 15 à 20 minutes, je n'arrivais pas à bien articuler, ou je n'arrivais pas à sortir les mots. Et après, ils l'ont sous-estimé. Ils l'ont sous-estimé et au bout de 5 minutes, ces signes disparaissent. En réalité, ce sont des signes avant-coureurs. C'est même la période idéale pour aller voir le spécialiste qui va mettre la main sur la cause et à traiter pour vous éviter la survenue ultérieure d'un infarctus cérébral responsable de séquelles. Donc les principaux signes qui doivent alerter, c'est quand vous avez votre visage qui est affaissé de façon brutale, vous êtes là en train de discuter avec votre collègue ou avec un membre de votre famille et d'un coup, vous n'arrivez pas à sortir les mots, ce qu'on appelle dans le jargon médical une aphasie motrice. Ou bien vous sortez les mots, mais vous avez l'impression que les mots se bousculent dans votre bouche, désartrée. Ou bien de façon brutale, vous n'arrivez plus à lever un segment de membre, soit le membre supérieur ou le membre inférieur, ce qui pourrait occasionner une chute. Ou bien de façon brutale, vous avez mal à la tête. Donc, si vous avez ces signes, il ne faut pas prendre du henné. Il faut éviter... Oui, c'est vrai qu'il y a souvent des recommandations qu'on entend comme des solutions miracles. Vous savez, ce qu'il faut faire, c'est appeler les urgences ou aller aux urgences. Il faut éviter le henné, éviter les gifles, éviter les petites décoctions. Vous savez, la plus grave maladie, ce n'est même pas l'AVC, mais c'est l'ignorance. Parce que quand on ignore, on a tendance à utiliser des soi-disant médicaments. Mais je pense aussi qu'il faut que le ministère de la Santé prenne les devants aussi pour interdire ce genre de communication-là, que les gens partagent souvent à tout va sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Et donc, la nature également a horreur du vide. Donc, il faudrait également que les spécialistes occupent le terrain. C'est extrêmement important. Ouais, comme vous êtes en train de faire actuellement. Et quand vous avez ces signes, il faut tout de suite appeler le SAMU. C'est ce qu'on appelle la phase préhospitalière. Et en principe, vous devez être acheminé dans un service où
on va pouvoir vous faire un scanner cérébral, puisque c'est le scanner cérébral qui permet de poser le diagnostic de certitude de l'accident vasculaire cérébral. À l'entame de mes propos, je vous disais que globalement, il existait deux types d'AVC. L'AVC ischémique, où il y a un caillot qui bouche une artère, et l'AVC hémorragique, où il y a une rupture d'une artère intracérébrale. La prise en charge diffère en fonction du type d'AVC. Et on ne peut pas, sur la base de la clinique, dire que vous avez un AVC ischémique ou hémorragique. Il faut un scanner cérébral. Donc ce qu'il faut, c'est aller aux urgences, on vous fait un scanner cérébral, on type l'AVC, puis on le traite. Pour l'accident vasculaire cérébral ischémique, vous l'avez dit, il faut agir vite. Oui, le produit que l'on doit administrer au malade pour liser le caillot n'est efficace que dans les 4h30 premières minutes après l'installation des signes. Donc ce qui suppose que on ne va pas perdre du temps. Le temps, c'est du cerveau. Et chaque minute perdue, tu perds des neurones, tu perds des synapses. Ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Soit c'est la mort, ou vous allez vivre avec des séquelles invalidantes. Donc là aussi, c'est un plaidoyer. Oui, tout à fait. Reconnaissance des signes, on achemine le malade aux urgences, on fait le scan très tôt, on type l'AVC et on traite. Donc, quelles que soient tes compétences, si le malade n'arrive pas très tôt, tu ne vas pas... Quelque part, vous êtes impuissant. Exactement. Si le scanner n'est pas disponible, on ne peut rien faire. Si le médicament pour thromboliser le malade n'est pas disponible... S'il n'y a pas de lit disponible. Exactement. Donc au fait, il faudra organiser le système de soins pour rendre beaucoup plus efficient le travail des spécialistes. Il y a combien de lits disponibles dans le public pour les urgences neurologiques? Dans le public pour les urgences neurologiques. Oui. Bon, au fait, ça ne se passe pas comme ça. les urgences neurologiques Oui. sont d'abord vues dans les services d'accueil et des urgences. Et secondairement, le neurologue est appelé pour donner un avis et éventuellement après pour transférer. Donc, en tant que neurologue, je ne connais pas le nombre de lits. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement à Dakar, nous avons deux services de neurologie. Un service à l'hôpital FAN, dirigé par le professeur Moustapha Ndiaye, et un autre service à l'hôpital de Pékin, dirigé par le professeur Maouli Fall. Et de ce que vous en savez, dans le privé, est-ce qu'aussi il y a davantage de lits pour les urgences, pour prendre en charge ce... Oui, parce que dans le public, les lits ne sont pas disponibles tout le temps. Donc il y a des malades que nous recevons aux urgences, par exemple de l'hôpital FAN. On essaie de les stabiliser, on fait le diagnostic et on écrit le protocole. Et en accord avec la famille, ces malades peuvent être hospitalisés de façon transitoire dans un hôpital de la périphérie, dans un centre de santé ou dans un cabinet privé. Vous insistez toujours sur l'urgence de la prévention, l'adoption d'un mode de vie sain et la lutte contre l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité qui restent les armes les plus efficaces pour réduire l'incidence de ces maladies. Oui, exactement. La plupart de ces urgences neurologiques sont, entre guillemets, évitables. Comment? En adoptant une hygiène de vie saine. Éviter une alimentation trop sucrée, trop salée, éviter le tabac, faire du sport, l'alcool, éviter également le stress. Le stress aussi bien professionnel, social et entre guillemets aussi le stress culturel. Il faut cultiver la paix intérieure. Se suffire de ce que l'on a et ne pas toujours voir ce qu'a le voisin pour avoir une certaine paix intérieure. Puisque ce stress qui est sous-estimé dans nos contrées est quand même un puissant facteur de risque. Et s'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est la prévention. Il faudra prévenir quand on peut et quand l'urgence survient, il ne faut pas attendre, il ne faut pas gifler, il ne faut pas donner des décoctions, pas de foudre.
il faut aller aux urgences. À travers votre expérience, pour finir en une minute, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous tient particulièrement à cœur, que vous voulez raconter, quelque chose qui vous a vraiment frappé durant votre carrière, que ce soit dans la prise en charge des patients ou Oui, ce autre? qui m'a le plus frappé, surtout en matière d'accident vasculaire cérébral, nous avons fait des stages en Occident. Il nous arrivait de voir un malade qui était dans le coma. En rapport avec un AVC qui est extrêmement grave, en rapport avec une occlusion d'une artère qui vascularise une zone très sensible du cerveau. Mais au bout de 2 heures de temps, le malade se réveille sans séquelles et il sort sans handicap. Quand on revient au Sénégal, dans notre pratique de tous les jours, on est confronté à certains problèmes. Un malade qui arrive aux urgences dans les 30 minutes, tu lui fais le scanner, tu sais que c'est un accident vasculaire cérébral ischémique, tu sais que ce malade doit bénéficier d'un traitement. Tu appelles à gauche et à droite, on vous dit ce traitement n'est pas disponible. Donc c'est vraiment des situations très stressantes que nous vivons. Et j'en profite encore une fois. Je vous laisse lancer un appel à la population et à la communauté scientifique pour venir participer à... Tout à fait. Donc les principaux messages, c'est après avoir reconnu les signes, il faut aller directement à l'hôpital et doter des spécialistes d'un plateau technique de haut niveau qui obéit aux recommandations internationales. Les scanners, le scanner doit être disponible partout. C'est vrai, le thrombolytique ne peut pas être disponible partout, mais dans les centres de référence comme Hôpital Fann, on doit quand même pouvoir faire notre garde avec des flacons de tenecteplase. Donc je pense qu'on doit pouvoir acheter au moins 10 flacons que l'on mettra à la disponibilité des neurologues de garde. Comme ça, si un malade se présente dans les 4h30 suivant l'installation des signes, on sera outillé et on pourra faire quelque chose. Je pense que c'est le message le plus important qu'il va falloir véhiculer. Et enfin, prévenir. Car prévenir vaut mieux que guérir. C'est dit, professeur Ndiaga Matar Gaye, neurologue, secrétaire général de l'Association sénégalaise de neurologie en service à l'hôpital Fann. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Jean-Paul. Nous vous en prions. C'est tout pour Soir d'Info. Madame, Monsieur, merci infiniment de votre fidélité renouvelée à la TFM. Restez en compagnie des programmes de la...